Mesdemoiselles, Messieurs, dans toutes les entreprises humaines, les entreprises industrielles, commerciales et de services, après une certaine période de fonctionnement, les gens sérieux ont l'habitude de faire un bilan. En 1959, le 4 janvier 1959, a été la révolution congolaise qui a conduit à l'indépendance en 1960. Et depuis cette époque jusqu'à ce jour, en chiffres ronds, 50 ans d'indépendance, plus exactement 48 ans d'indépendance. Il était vraiment temps qu'on puisse évaluer pour voir où est-ce que nous en sommes avec cette révolution congolaise qui s'était déclenchée le 4 janvier 1959 et qui nous a conduit à l'indépendance. Notre conférence de presse va se répartir en 3 chapitres. Un premier chapitre est le Congo avant l'indépendance. Chapitre intitulé le Congo 48 ans après l'indépendance. Et puisque le bilan de ces 48 années est négatif, il va s'intituler « Que faire maintenant ?» Avant de commencer à détailler chaque chapitre, je vais vous brièvement le contenu de chaque chapitre. Le premier chapitre est intitulé « Le Congo avant l'indépendance ». Nous allons retenir une chose, le Congo là, le Congo belge, était géré suivant un... Et il y avait la prospérité dans le pays. Malheureusement, il y avait aussi beaucoup d'injustices coloniales qui ont été contestées par le prophète Kimbangu en 21 et qui ont conduit les Congolais au soulèvement. Le chapitre 1, ce que nous allons développer dans ce chapitre-là. Le chapitre 2, le Congo après l'indépendance, eh bien, je vous ferai remarquer que cette indépendance a été gérée suivant le système de l'unitarisme centralisateur et dictatorial qui a impliqué la territoriale non originaire. Le pays a sombré dans l'impasse. Les choses ne marchent pas. Le bilan est négatif. Par conséquent, le troisième chapitre, nous allons nous poser la question de savoir, le bilan est négatif, le pays est fantastique, et pourtant le bilan est négatif. Que faire maintenant? Dans ce chapitre-là, nous allons parler du paragraphe appelé la réconciliation nationale. Poser la question que faire maintenant? Le point numéro 1, la réconciliation nationale. Le point numéro 2, transformer la République démocratique du Congo en une grande confédération congolaise. Nous allons expliquer tout ça. Et le point numéro 3, se mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Brièvement résumé, nous allons maintenant commencer à détailler chaque chapitre. Chapitre 1, le Congo avant l'indépendance. Eh bien, notre pays, qui s'appelait alors Congo belge, après tous les massacres du roi Léopold II, c'était un grand criminel qui coupait les bras aux Congolais, dans le Mayombe, au lac Maïnombe, dans la province de l'Équateur, pour la recherche du caoutchouc. Après une longue période indescriptible, petit à petit, le Congo, notre pays, est entré dans la voie du développement, à tel point que, par comparaison avec l'ex-colonie française d'Afrique, le Congo était en avance. Sur le plan urbanisme, école, industrie, dans toutes les provinces, s'il vous plaît. La ville de Léopoldville, qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa,
a raison à Brazzaville, mais Brazzaville n'était qu'un gros village. La ville de Léopoldville, qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa, par comparaison à Bangui, mais Bangui, village. Abidjan n'était qu'un village, Libreville. Non, Kinshasa faisait la fierté et de tous les Africains qui le considèrent comme la grande métropole d'Afrique. La construction, c'est building et la beauté. Sur le plan du développement, nous sommes au même niveau que l'Afrique du Sud, au même niveau que la Corée et au même niveau que la Malaisie. À l'époque d'ailleurs, les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Quand ils tombaient malades, c'est ici qu'ils venaient se faire soigner. Après, je vous avais dit qu'il y avait ce problème des injustices qui faisait un simple chauffeur blanc gagnait 10 fois, 20 fois le salaire de son collègue congolais qui était chauffeur. Un instituteur de l'école primaire blanc, il gagnait 10 fois, 20 fois plus que l'instituteur congolais du même niveau scolaire et exerçant les mêmes fonctions. On fouettait les Congolais pour un rien. On condamnait facilement les gens à mort. Le Congolais ne pouvait pas entrer dans les magasins fréquentés par les Blancs. Le Congolais ne pouvait pas aller dans les mêmes alimentations que le Blanc. Le Congolais ne pouvait pas habiter le même quartier. Et Limité était essentiellement un quartier blanc. La Gombe, qu'on appelait Kadina, était pour le blanc. Et puis il y avait des tambours. À part ça, il y avait toutes les cités pour les noirs. Et les blancs se permettaient d'avoir des relations sexuelles avec eux et de mettre au monde des milliards qu'ils abandonnaient d'ailleurs. Mais là, arrivé pour un noir, il était pendu. Il y a eu beaucoup d'injustice. Et petit à petit, les noirs commençaient à en avoir marre. Jusqu'à ce que le 4 janvier, vous savez, le 4 janvier, beaucoup de gens mal intentionnés, soucieux de vouloir déformer l'histoire, genre, ah non, non, c'était un match qui a déclenché tout ça. De Reine Astrid, depuis qu'on a construit le stade de Roi Baudouin, il y avait toujours eu des matchs dans cette ville. Il y a toujours eu des gagnants. Mais il n'y a jamais eu de 4 janvier, il n'y a jamais eu de révoltes qui ont conduit à l'indépendance. Non, mais c'est une certaine tendance de certaines personnes dans ce pays, au point, je ne sais pourquoi, ont tendance à vouloir effacer toutes les actions de gloire posées par les Bakongo. C'est ridicule. Nous sommes tous des Congolais. Si les gens de l'Équateur posent une action glorieuse, à tout seigneur, tout honneur. Si les gens du Katanga, du Kassai, je sais qu'il est Kassaïen, posent une action glorieuse, on la glorifie. Mais les gens ont des bêtises ici, l'indépendance. Et pour vouloir minimiser, parce qu'ils vont tenter d'effacer des mousses posées par les Bacons, ils ont dit non, c'était un match de Mikado, patati patata. Mais depuis que les Belges ont construit des stades de football dans ce pays, il y a toujours eu des matchs, il y a toujours eu des perdants, vu un match qui a amené les Congolais à demander ce qui devait se passer le 4 janvier 59. Mais les Bacons voulaient organiser un meeting politique. Et l'administrateur colonial belge a interdit ce meeting. Puisque déjà, on a informé le premier bourgmestre de la ville de Kinshasa, un blanc, donc le premier gouverneur, que Kassavou est têtu, les Bakongo se réunissent quand même à Limika. Ils sont venus avec leur armée et ils se sont mis à massacrer la population révoltée. Alors, les Bakongo qui étaient à cette place-là ont dit nous en avons marre, vous avez arrêté Moutaki Bangou, il est mort en prison. Dipanda, Dipanda, Dipanda.
Je ne vais pas vous parler de ce qui s'était passé à ce moment-là, je ne vais pas vous en parler. Les phénomènes s'étaient passés. Et demandez les Quinois, demandez les Balouba, les Bangala qui étaient à Kinshasa, ils vous diront qu'ils ont vu apparaître des chérubins courts comme ça, qui ont... Bon, je n'entre pas dans ces détails-là. Finalement, les magasins commençaient à flamber. Parce qu'à partir de Fongo Bongolo jusqu'à Mariano là-bas, c'était les portiers qui habitaient avec leurs magasins. Ils avaient construit leur maison sous et au-dessus de dormaient là-bas. Les armes commençaient à crépiter. Pendant qu'il y avait le match au stade, les gens sont allés dire au stade, donc les gens du stade n'étaient pas encore sortis. On leur avait apporté l'information que Kuna est baby. Et quand le match est terminé, quand ils sortent du stade, partout c'était le cri du panda, panda, du panda. Et effectivement, ils sont entrés dans la danse. Ils sont entrés dans la danse, venir danser une danse qui a existé là-bas avant que le match ne se termine. Le 4 janvier 1959, et le 30 juin, le pays était devenu indépendant. Le pays était devenu indépendant. Le pays est devenu indépendant avec Kassavou, président de la République, Lumumba comme Premier ministre. Ce personnage fantastique tous les deux. Contrairement à ceux qui injurient Kassavou pour glorifier le Lumumba, qui glorifient Kassavou pour injurer le Lumumba, je dis que Kassavou et le Lumumba, c'était deux personnages fantastiques. Ils étaient complémentaires. Voyez? L'homme et la femme sont complémentaires. La femme à elle toute seule ne peut pas mettre au monde un enfant, et l'homme tout seul ne peut pas mettre au monde un enfant, mais en se mettant ensemble. Donc, ce sont des êtres complémentaires. Kassavou et Lumumba, c'était deux personnages complémentaires. Je peux faire toute une conférence pour vous le démontrer, mais je vais vous donner quelques exemples. Kassavou, c'était un ex-curé. Il était au grand séminaire de Kabwe, avec Marie. C'est quelqu'un qui avait appris la maîtrise de soi. Par-dessus tout, c'est quelqu'un qui a été élevé selon la culture Congo. Donc c'était quelqu'un de calme. Et quand il y a un problème, il prend tout ce temps pour analyser le problème avant d'agir. Lumumba était plus jeune que Kassavou. Donc là aussi c'est de la complémentarité. L'un est plus âgé, l'autre est plus jeune. Plus de l'âge pèse, le jeune agit. Et là il faut beaucoup de délicatesse, beaucoup de souplesse et de sagesse. Le plus âgé agit. Donc Kassavou était plus âgé et le Lumumba était plus jeune. Là aussi il y avait la complémentarité. Kassavou était de nature très calme et le Lumumba était fougueux. Là aussi il y avait la complémentarité. Donc je peux continuer et vous démontrer que c'était deux personnes. Et les puissances extérieures ont vite compris cela. Vite compris que Kassavou et Lumumba ensemble formaient un talisman qui allait risquer d'être très bénéfique pour le peuple congolais. Et vous savez la suite. C'est la CIA américaine qui a fait assassiner Lumumba. Servi les Congolais. Les puissances extérieures qui qualifient Kassavou de vipère. La vipère de l'indépendance, donc quelqu'un de très calme, mais chaque fois qu'il mordait, c'était toujours fatal. Les puissances extérieures avaient décidé d'éliminer Kassavou et Lumumba, en commençant par le plus fougueux, le plus jeune. Et on a commencé par faire partie Lumumba, après on a fait partie Kassavou. 48 ans d'indépendance, ça ne marche pas. Et au début, on expliquait cela en disant non, les choses ne marchent pas parce que le Congo, c'est un pays sans cadre universitaire qui vient à peine de sortir du régime colonial. C'est comme ça que vous justifiez votre incapacité à gérer ce pays, des cadres universitaires. 48 années après,
Eh bien, le Congo a des milliers de docteurs, des milliers d'ingénieurs, des milliers de gradués, des milliers de licenciés, des milliers de cadres universitaires, et ça ne marche toujours pas. Pourquoi cela? On vous a dit que le pays ne marche pas parce qu'il manque de cadres universitaires. 10 années, 15 années, 20 années après, vous avez pléthore de cadres formés dans les universités congolaises, les universités européennes et américaines les plus compétentes. Eh bien, ça ne marche pas. On a l'impression qu'à force d'avoir mangé trop de sardines sans tête dans les restaurants des campus universitaires, que les diplômés congolais des universités étaient devenus des intellectuels sans tête qui raisonnent. On a beau condamner le président Mobutu de la dictature, oui, mais Mobutu s'est fait vite entouré de cadres universitaires. Ce sont des cadres universitaires qui s'étaient servis et ça n'a pas marché. Vous devez pouvoir expliquer pourquoi cela. On a dit que la gestion était difficile par manque de cadres. Vous venez de former des milliers de cadres universitaires et le pays ne marche toujours pas. Il faut expliquer cela. Pourquoi? Votre incapacité à faire fonctionner un pays fantastique. Alors après on a changé. On vous a dit que pour qu'un pays puisse marcher, il faut un grand ensemble. Nous sommes à l'heure des grands ensembles. Il faut un grand ensemble. Mais moi, je vous fais remarquer que si nous prenons deux cartes de même échelle, une carte de la République démocratique du Congo et une carte de l'Europe, de même échelle, si nous les superposons, eh bien, si Kinshasa tombe à Londres, Lubumbashi va tomber à Moscou. Vous voyez, vous prenez une carte de l'Europe et une carte du Congo, même échelle, vous les superposez. Si Kinshasa tombe à Londres, Lubumbashi tombe à Moscou. Et entre Londres et Moscou, vous avez la France, la Belgique, l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, la Tchéquie, le Kosovo, la Bosnie, la Géorgie. Vous avez une vingtaine, une trentaine de pays. La République démocratique du Congo, c'est à peu près l'Europe, à peu près l'Europe occidentale. Ce n'est donc pas un petit pays, c'est un grand ensemble. Et on vous dit que nous sommes à l'heure des grands ensembles. Pour qu'il y ait développement, il faut un grand ensemble. Et moi, je déclare que la République démocratique du Congo, c'est un grand ensemble. Et les Congolais, vous donc, vous avez été incapables de développer ce pays qui a sombré dans la misère. Vous devez pouvoir expliquer pourquoi cela. On vous a dit que nous sommes à l'heure des grands ensembles, qu'avec les grands ensembles, tout ira bien. Votre pays, c'est un grand ensemble. Et vous avez été incapable de développer ce pays. Vous devez pouvoir nous dire la cause de votre incapacité. Les grands ensembles. Mais la République démocratique du Congo, c'est 80 fois la Belgique. C'est véritablement un grand ensemble. La République démocratique du Congo, c'est à peu près 4 fois et demi la France. La France et l'Allemagne sont parmi les quelques pays les plus grands. Or, la France a 550 000 km². 550 000 km². Et la province orientale chez nous, c'est 525 000 km². En chiffreront la province orientale à peu près à elle toute seule et de même dimension que la France. La Suisse, c'est 40 000 km². Nous, c'est 2 400 000. Donc, la République démocratique du Congo est un grand ensemble. L'État d'Israël, c'est 27 000 km². 27 000 km². Et pourtant, Israël, qui n'est pas un grand ensemble, est mis
mieux développé que le Congo, mieux géré que le Congo. La Belgique, qui est entre 80 fois au Congo, est plus développée que le Congo, mieux gérée que le Congo. La France est environ 4 fois. La Suisse, bref, tous les États européens, parce que les États européens, il n'y a pas de grands États là-bas. La Tchécoslovaquie, c'est 2, en Tchéquie et en Slovaquie. La Tchéquie, c'est environ 80 000 km². Le Portugal, c'est environ 100 000 km² seulement. À part la France, un peu la Pologne et l'Allemagne, tous les États européens, c'est 400 000 km², 450 000 km². Vous, c'est 2 millions et quelques. Véritablement, vous devez pouvoir être plus développé, plus fort que les autres. Or, vous avez fait sombrer ce pays fantastique qu'est la République démocratique du Congo. Il faut expliquer ça. On vous a dit que nous sommes à l'heure des grands ensembles, il faut des grands États. Mais à l'heure des grands ensembles, le super grand ensemble appelé Union soviétique a éclaté en plusieurs États indépendants de dimensions moyennes. Au lieu que l'Union soviétique, un super grand ensemble, cherche encore un autre pays grand pour faire un super grand ensemble, à l'heure des grands ensembles, l'URSS a éclaté plusieurs États indépendants de dimensions moyennes. Et à l'heure des grands ensembles, la Tchécoslovaquie a éclaté en Serbie, indépendant, Kosovo indépendant, en Bosnie indépendant, en Croatie indépendant. Ah tiens, mais on vous dit que nous sommes à l'heure des grands ensembles. Il faut plutôt former des grands pays. Et pendant qu'on vous dit ça, là en Europe, ils divisent leur pays en pays de dimension moyenne facilement gérable. On vous a dit intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Vous avez tous répondu Alléluia, Amen, à Komboya Yesu. En Europe, l'Allemagne qui a été divisée par des envahisseurs étrangers en deux, en Allemagne de l'Est et de l'Ouest, s'est réunifiée pour devenir un même pays. Donc, ici vous respectez l'intangibilité des frontières, là ils combattent l'intangibilité des frontières. Ici vous dites qu'il faut de grands ensembles, et là-bas des grands ensembles éclatent en plusieurs pays indépendants. C'est le monde à l'envers. Mais vous avez cru à ça. Et vous avez eu la chance d'avoir un grand ensemble appelé la République démocratique du Congo. Et ça ne marche pas. Vous devez pouvoir expliquer pourquoi le grand ensemble, la République démocratique du Congo, ne marche pas. On vous a dit qu'il faut un grand ensemble, parce que dans un grand ensemble, la chance d'avoir des différents minéraux et des différentes ressources naturelles est plus grande. Bravo. Eh bien, la Libye, c'est un pays désertique qui n'a qu'une ressource principale, le pétrole. Sérieusement développé, plus que notre pays, qui a du coltan, qui a du diamant, qui a l'uranium, qui a le pétrole, qui a l'eau, qui a les forêts, qui a tout ce que les chimistes connaissent de matières premières. Vous devez pouvoir nous expliquer pourquoi vous, les Congolais, vous avez été incapables de développer ce pays qui est fantastique. Vous avez toutes les ressources naturelles. La Libye a du mal à avoir de l'eau. Il y a des pays arabes qui vont chercher de l'eau à 500 km par exemple de la capitale. Vous, votre capitale est conçue à côté d'un grand fleuve, l'un des plus grands fleuves du monde. Et les Kinois ont du mal à avoir de l'eau. La capitale mondiale du diamant est sale, crasseux. C'est horrible. On est en train de pomper le diamant du Kasaï et le diamant n'est pas une ressource renouvelable. Ce n'est pas comme les haricots, vous les plantez cette année, vous consommez, vous le plantez l'année prochaine. Le diamant a été formé à une époque donnée de l'histoire. Et après l'avoir pompé, bien à un moment donné, on va vous laisser un trou vide. Et alors je disais, pendant qu'il y a beaucoup de diamants, c'est maintenant qu'il faut profiter de ces diamants pour développer le Kasaï, pour construire des ponts, des entreprises, des chemins de fer, des buildings qui seront tels que quand il n'y aura plus de diamants, ces chemins de fer seront toujours là
vous continuez à avoir de l'argent, les poulings seront toujours là, les usines seront toujours là. Les gens n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, mais beaucoup de mes amis Kassaïens maintenant me donnent raison. Mais tu les disais à l'école secondaire. Mais ça ne va pas en Mbujimaï. Mbujimaï est semblable à une orange qu'on a sucé sur le jus et qu'on est en voie de jeter. On a pompé tous les diamants, ça a produit des milliards, c'est parti ailleurs, partout sauf au Kasaï, et le résultat final, le Kasaï est sous-développé pendant qu'il a produit des milliards. Le Mayombe, la terre Congo du Mayombe. La terre chez les Bakongo appartient au clan. Donc les Maniangas n'ont pas de terre, les Mayombe n'ont pas de terre à eux, les Bandiagas n'ont pas de terre. C'est la terre des Bakongo. Parce que la terre appartient au clan. Moudakasabu était le clan Kinanga. Et la loi sacrée du royaume du Congo dit que la terre appartient au clan. Tout Mukongo qui est le clan Kinanga, eh bien, la terre de Moudakasabu dans le Mayombe, c'est sa terre. Un Mouyombe, des clans Kinanga qui part dans le Manianga, la terre, des clans Kinanga qui est là-bas, c'est leur terre. Un Moulani de Brazzaville, qui est des clans Kinanga, quand il vient chez les Bantangou, la terre des clans Kinanga qui est là-bas, c'est sa terre. Donc si vous voyez un Mouyombe qui vous dit c'est notre terre du Mayombe, c'est un menteur. Si vous voyez un Maniaga qui vous dit notre terre du Maniaga, c'est un menteur, c'est la terre des Bakongo. Et tous les Bakongo sont répartis dans des clans. Et ces clans sont répartis dans toutes les régions. Et la loi sacrée du royaume a dit que la terre appartient au clan. Quand vous arrivez dans une région dans laquelle vous êtes parlé, vous n'avez qu'à dire votre nom, le nom du clan de votre maman et de votre papa. Eh bien, on va vous dire, vous voyez le village là-bas, ce sont les descendants du même clan que ta mère. C'est ta terre, c'est tes cousins, c'est tes frères. Tu vois là-bas, ce sont les descendants de ton père. Eh bien, notre terre Congo du Mayombe, c'était une forêt équatoriale fantastique. Des étrangers sont venus, ils ont exploité à outrance, à tel point qu'aujourd'hui, la forêt a disparu dans le Mayombe. Le Mayombe est en voie de désertification. Ça a produit des milliards et ça a profité à d'autres. Actuellement, les gens vont maintenant dans l'Équateur, où il y a des forêts fantastiques. Et on a déjà commencé à saccager cette forêt équatoriale. Ça va produire des milliards qui vont aller dans les poches de tout le monde, sauf les Congolais. Et plus tard, les forêts vont disparaître. On a pris tous les diamants du Kasaï. Et plus tard, ça va disparaître. On est en train de prendre le pétrole, de prendre. Maintenant que nous avons ces ressources, c'est maintenant. Mais comment voulez-vous? Si le fédéralisme des années 60 avait continué au Kasaï, chaque fois qu'on a exploité des diamants, il y a un pourcentage qui devait rester au Kasaï, géré par les Kassaïens eux-mêmes, c'est ça le développement. On a prôné l'unitarisme, mais on a compris qu'on a amené ici, on les a mis dans des comptes à l'étranger, et le Kasaï est en voie de devenir une région misérable et pitoyable. Nous entrons au chapitre 3. Je vous ai démontré qu'avant l'indépendance, notre pays était un pays fantastique, convoité. Les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Nous étions au même niveau que les Coréens et les Malaisiens. Et je vous ai démontré que 48 années d'indépendance après, vous avez été incapables de développer correctement ce pays. Que tout va mal. À tel point qu'aujourd'hui, c'est vous les Congolais pour le moment qui partez en Afrique du Sud pour vous faire soigner, alors que c'est eux qui venaient ici. Quand madame achète un sac de riz, souvent je regarde où est-ce qu'on a cultivé ce riz. Et l'autre jour, j'ai failli pleurer quand j'ai vu un sac de riz où on a marqué que ça venait de la Malaisie en Asie. Donc, vous les Congolais, même le riz, vous ne savez pas les planter. Vous ne savez pas fabriquer d'ordinateurs. Et même le riz, vous ne savez pas les planter. Alors que les pauvres savent planter du riz. Prenez du riz non pelé, jetez par terre, hein? Les pauvres là qui sont en train de prendre ça, ça s'enfonce dans le sol, la pluie tombe, ça pousse. Donc même les pauvres savent planter du riz. Et vous les Congolais, vous êtes incapables de planter du riz. À tel point que vous mangez du riz qui vient de la Malaisie. Quand j'ai vu ça dans la cuisine, dans ma cuisine ici, j'étais vraiment malheureux.
Je vous ai dit qu'aux années 59-60, notre pays était au même niveau que la Corée. Mais aujourd'hui, maintenant, vous achetez, je ne sais pas, des Hyundai, des portables qui viennent de la Corée, des voitures fantastiques qui viennent de la Corée, et vous, ça ne marche pas. Incapables, les Congolais incapables de développer votre pays, tout ce que vous êtes capables, c'est chercher des femmes, boire et danser dans l'église et dans les bars. Ça, vous êtes très fort. Même un petit pays comme le Rwanda s'est développé mieux que la République démocratique du Congo. Vous n'avez qu'à prendre. Je n'ai jamais été au Rwanda, mais j'ai un ami avec qui on était à l'université qui il est pharmacien. Hein? C'est un Congo du Bas-Fleuve, il est pharmacien. Il allait donner cours là au Rwanda. Et il m'a dit, mon cher, nous devons absolument tout faire pour développer le Congo central. Parce que le Rwanda, mais c'est un petit pays de rien, 27 000 km². Payer du ticket, aller voir au Rwanda, le petit Rwanda s'est développé mieux que vous, les Congolais. Les Nigériens nous enviaient, les Ivoiriens nous enviaient. Aujourd'hui, nos théâtres de Mamboka, c'est par terre, même ça, c'est devenu par terre. Et aujourd'hui, vous passez votre temps à commander des films au Nigeria, à commander. Mais vous avez été incapable d'entretenir ce qui existait, incapable d'innover et incapable de créer du nouveau. Qui êtes-vous, monsieur le Congolais, alias Zaïrois? Au Brésil, le pays est trop grand. Rio de Janeiro, la capitale, était au bord de l'océan Atlantique. On a trouvé que c'était désavantageux. La capitale, c'est le centre le plus rayonnant d'une civilisation d'un pays. Et on a décidé au Brésil de construire la capitale au centre du pays, pour que les ressortissants de toutes les régions puissent parcourir une même distance pour arriver au centre. Au Nigeria, Lagos était au bord de l'océan et tout le pays était derrière. On a décidé de construire Abuja, une capitale ultra-moderne au centre du Nigeria. Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est au bord de l'océan. Et on a décidé de construire une capitale au centre du pays, à Yamoussoukro. Lorsque les Belges sont venus, la première capitale de ce pays, c'est Vivi. C'est le Bakou. Et après, on a transité, on est venu à Kinshasa. Mais les Belges disaient que nous sommes de passage. Et vers les années 50 et quelques, on commençait déjà à aménager l'Oulouabourg, l'actuel Kananga, parce qu'on devrait transférer la capitale de ce pays à Kananga. Pendant un temps, et à la fin des comptes, on devait construire la capitale définitive à Lodja, dans les environs de Lodja, qui est le centre du pays. Eh bien, 48 années d'indépendance, vous avez été incapables de ne fût-ce que commencer les travaux de construction d'une nouvelle capitale ultramoderne à Lodja, telle qu'on l'a fait au Nigeria, telle qu'on l'a fait en Côte d'Ivoire. Et même à Kinshasa, mais allez en France, allez à Abuja, allez à Yamoussoukro, allez un peu partout dans tous les pays du monde. Il y a un palais présidentiel ou un palais royal, consacré, construit, c'est somptueux. Ça, c'est le palais royal. Barack Obama va bientôt entrer à la Maison Blanche, qui est le palais présidentiel aux États-Unis. En France, il y a un palais présidentiel consacré et il y a un palais du Premier ministre. Vous avez été incapable, vous, en 48 années d'indépendance, de construire un palais du président de la République ici à Kinshasa et un palais du Premier ministre. Mais qui êtes-vous, monsieur le Congolais, alias Zaïrois? Incapable. En 60, Libreville, mais c'était un pauvre village. Si vous voyez les efforts qui sont faits actuellement à Libreville par rapport à ce que vous avez fait ici, c'est horrible. La Côte d'Ivoire, mais tous les petits pays, la Côte d'Ivoire c'est un petit pays de rien du tout. Et c'est mieux développé. La richesse de la Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est le café et le cacao.
café et le cacao. La Côte d'Ivoire est le 4e producteur mondial du café et du cacao. C'est grâce au café et au cacao qu'on a la Malaisie. Mais la Malaisie s'est développée avec l'huile de palme. Donc on est venu prendre les noix palmistes à Yangambi, chez nous. C'est là qu'ils sont venus prendre les palmistes améliorés, qui sont allés planter, et actuellement, allez voir la Malaisie. Vous savez ce qu'ils font d'abord pour le moment? Ils ont fait l'inventaire des gratte-ciel les plus hauts du monde. Ils arrivent, quel est le gratte-ciel le plus haut? Ils mesurent combien? 800 mètres. Et ils construisent de 900 mètres. Quel est ceci le plus bas? La Malaisie, ressource, l'huile de palme. Et vous qui avez le diamant, le coltan, le pétrole, tout, vous avez été incapable. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour sauver la situation? Mais parce que quand ça ne marche pas, quand les gens pleurent, quand les gens se lamentent, quand les gens ne peuvent pas payer le minéral de leurs enfants, toutes ces lamentations sont des prières qui montent dans le monde spirituel. Et pour sauver ceux qui pleurent, Dieu n'a qu'un seul moyen, c'est placer son esprit dans certaines âmes d'élite, dans le pays en question. Ces âmes d'élite sont des âmes fortes, sont dotés d'une forte personnalité, ils sont connaisseurs, ils ont du charisme, et ces âmes d'élite écartent les fainéants du volant. Souvent, ils prennent le volant pour redresser la situation et faire en sorte que, qu'est-ce que nous devons pouvoir faire? Parce que nous avons un pays fantastique, et n'oubliez pas, mes chers frères, que le Congolais, mon peuple, le peuple congolais, c'est un peuple fantastique. Voilà. Quand vous allez sortir, vous allez regarder le bâtiment qui est en face. Ça appartenait à un Congo, M. Mambou. Et les maçons qui l'ont construit, certains parmi eux n'ont même pas terminé l'école primaire. La grosse maison là-bas. Construction, pour construire une maison comme ça. Et ça, depuis que je l'ai construit, depuis l'époque du président Mobutu, fonctionnaire impayé, mal payé, sous-payé. Mais c'est moi-même l'architecte qui a dessiné cette maison. Je n'ai pas fait les ingénieurs, j'ai fait la chimie et la physique. L'architecte qui a dessiné, c'est moi-même. L'ingénieur conducteur des travaux, c'est moi-même. Le contrôleur des travaux, c'est moi-même. Regarde, le Congolais, vous avez du génie. Quand les gens viennent voir, ils pensent que j'ai fait des ingénieurs de construction. Les Congolais qui ont construit cette maison, j'ai causé souvent avec eux. Beaucoup parmi eux, ils n'ont même pas terminé l'école primaire. Notre peuple, c'est un peuple génial. Vous regardez les jeunes Congolais en ville, les jeunes chômeurs, avec une petite assiette là-bas, il y a un peu de bazooka, il y a un peu de tout, mais c'est du dynamisme commercial. Il suffit de canaliser ça, il suffit de microcrédits, et ça va exploser. Allez en Afrique du Sud. Beaucoup de médecins très compétents dans les hôpitaux en Afrique du Sud sont des Congolais. Les Congolais diplômés de l'Univas, diplômés du campus de notre université. Donc le génie, vous l'avez. Actuellement à Toulouse, il y a un centre de recherche aéronautique où on construit les avions. Mais il y a un jeune Congolais qu'on a pris ici qui est là-bas, qui est devenu friqué. Un jeune de rien du tout, même pas âgé de 15 ans qu'on l'avait pris. Mais c'est jeune qui fabrique les avions là en fil de fer. Mais quand les ingénieurs ont regardé ça, ils ont dit mais c'est fantastique. Ce garçon qui n'a pas étudié l'aéronautique, le mouvement de l'air quand vous avez affaire à un objet volant. Ce garçon qui ne connaît rien de la résistance, qui ne connaît rien, mais ce qu'il a fait répondait exactement aux lois. Mais on a pris ce jeune, on l'a amené. Il travaille maintenant dans un centre de recherche en France. Ses parents lui-même vont le voir aux frais d'eux. Donc le peuple congolais est génial. Mais pourquoi tous ces génies ne vous a pas permis
de vous développer. Les Congolais allaient en Afrique du Sud, allaient aux États-Unis. Il y a eu des Congolais qui ont travaillé à la NASA là-bas. Mais allez en Europe. Donc le génie, vous l'avez. Les antennes de télévision. Mais il y a maintenant beaucoup de jeunes Congolais qui fabriquent ces antennes, qui leur a appris ça. Ils les fabriquent et ça fonctionne même mieux que les antennes que vous achetez. Donc le génie, vous l'avez. Moi, je vois le génie au sein de mon peuple. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais parce qu'il vous manque un chef visionnaire. Parce qu'il vous manque un chef ultranationaliste congolais. Parce qu'il vous manque un chef juste, qui ne punit jamais les innocents. Parce qu'il vous manque des chefs qui vous donnent un salaire qui vous met à l'aise et qui vous permet de mettre tout votre génie au service du développement. La sagesse qu'on vous enseigne, Untomisa, qui dit voya Tomisa qui salue. Améliore-moi pour que je puisse améliorer le travail. Untomisa par des stages de perfectionnement. Untomisa par un bon salaire. Untomisa par des meilleures conditions de travail. Je vous le dis, en vérité, que le jour où le Congolais recevra un salaire qui le met à l'aise, qu'il aura de meilleures conditions de travail, eh bien le miracle va s'accomplir dans le développement. Parce que dans l'Ouest africain, il y a eu beaucoup de ferrailleurs congolais, de maçons congolais qui sont allés construire toutes ces villes qui sont actuellement dans l'Ouest africain. Le Gabon est plein de maçons congolais, de carreleurs, de ferrailleurs, patati patata. Et partout où nous allons, nous, Congolais, c'est le génie, c'est l'étonnement. Tel que vous impactez les gens dans la musique, dans les autres professions, c'est la même chose. Mais imaginez-vous, il fait un moment, j'étais chef du laboratoire de bactériologie à l'Institut de médecine tropicale. Avec un salaire ridicule. Qu'est-ce que je faisais? On devait travailler de 8h à 15h. Et bien quand je parle, je travaille très rapidement. De telle manière que vers 14h, j'ai terminé le travail. Et je pars travailler dans un autre laboratoire privé. Je pars faire des heures supplémentaires. On appelait ça aller travailler chez Tata Yemo. Parce que je venais de faire mes heures complémentaires à Mama Yemo. Et quand je sortais de laboratoire, le chef, ok, Nagay et pas à Tata Yemo. C'est comme ça. On quitte là-bas, 2 heures supplémentaires là-bas, on va dans un autre hôpital faire encore 2 heures. Pour qu'à la fin du mois, et parfois quand je rentrais ici, je donnais le cours de mathématiques, de physique et de chimie à certains enfants de manière de ce quartier. Vous voyez? Chef laboratoire de bactériologie, beaucoup de responsabilités, salaire ridicule, pour pouvoir nourrir ma femme et mes enfants et aider ma famille. Je pars travailler dans un autre laboratoire en ville là-bas, je termine un autre laboratoire à Matongué, je termine, je vais donner un cours de mathématiques et de physique ici, je me dépense. Et après avoir mangé un peu de foufou à 18h, cassé, fatigué, je dors. Alors que toutes ces énergies que j'ai dispersées à donner cours, à passer à Tata Yemo, à passer à Noko Yemo, après avoir aidé à Mama Yemo, tout ça, si on me donnait un bon salaire à Mama Yemo, j'aurai tout le temps pour faire des recherches approfondies. Je peux rester là-bas jusqu'à 18h pendant qu'on a terminé à 15h, terminer certains travaux et les approfondir. On se dépense, le Congolais passe son temps à passer à gauche, à droite. Les mauvaises conditions de travail font que le génie qui a chez le Congolais s'endort. En Europe, beaucoup de savants dans le passé, ils n'arrivaient pas à faire des miracles. Mais actuellement, dans les pays européens, aussitôt qu'on a affaire à un génie, on l'encadre, on lui donne des meilleures conditions de travail, ainsi de suite. J'ai écrit 230 brochures. La presse, quand vous allez rentrer, je vais vous donner deux de ces brochures. Et le mois passé, j'ai terminé à diriger une thèse de doctorat d'un prêtre catholique de l'Université de Louvain. Vous voyez, on va travailler au Parlement, on rentre à la maison, on dirige une thèse de fin d'études, de doctorat,
on est sollicité au campus. Vous êtes tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt en arrière, tantôt devant. 5 travaux à la fois, on se dépense inutilement. Alors que dans les pays sérieux, on dit, on vous met dans tel domaine, vous ne fonctionnez que dans ce domaine-là, et on vous donne le salaire voulu, on vous donne les avantages voulus que vous mettez à l'aise.